En ce 29 août, un nouveau tournant tragique a été franchi dans l'agression génocidaire contre le peuple palestinien. L'entité sioniste officiellement déclaré la ville de Raza comme zone de combat, ouvrant ainsi la voie à l'intensification brutale de l'offensive déjà marquée par des bombardements massifs, des déplacements forcés et une destruction systémique des infrastructures de la bande de Raza. Un génocide. Depuis près de 2 ans, les territoires palestiniens et plus particulièrement Raza subissent une campagne d'extermination méthodique. Derrière cette nouvelle offensive génocidaire, une question centrale se pose. L'occupation totale de Raza est-elle désormais un objectif clair affiché par les dirigeants sionistes? Sur la scène internationale, la Russie appelle à une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin au génocide et de plus en plus de capitales occidentales appellent à la reconnaissance de l'État palestinien. La diplomatie malizienne, de son côté, a appelé à la suspension de l'adhésion de l'entité sioniste aux Nations Unies et même à lui imposer des sanctions. Dans le même moment, les États-Unis d'Amérique s'opposent une nouvelle fois à une résolution du Conseil de sécurité qui déplorait l'utilisation de la faim comme arme de guerre à Raza. Alors que les avis de la communauté internationale sont de plus en plus divergents, l'impunité contre l'entité sioniste lui sert de carte blanche pour poursuivre son génocide contre le peuple palestinien. Madame, Monsieur, l'échiquier international, c'est tout de suite. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un habitué de l'échiquier international, Youssef Bousmah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un honneur pour moi. Merci Youssef. Alors Youssef, je rappelle que vous êtes spécialiste, vous êtes historien, spécialiste du colonialisme, militant anti-sioniste. Vous vous intéressez ici également beaucoup au mouvement de libération partout dans le monde, en particulier dans le tiers-monde. Et vous travaillez depuis de nombreuses années sur des questions liées à l'héritage colonial, à la Palestine, mais aussi aux enjeux du racisme au sein de l'État, du racisme d'État en France. Partant de cette expertise qui est la vôtre, aujourd'hui, quand on voit cette décision de l'entité sioniste ou de l'armée de l'occupation sioniste de déclarer la ville de Raza comme étant une zone de combat, est-ce que ça marque un tournant dans l'intensification de l'occupation, des bombardements à l'encontre de la ville, de l'enclave de Raza et de la ville de Raza, mais surtout, quels sont les objectifs stratégiques à court et à long terme de l'entité sioniste? Clairement, l'occupation de la bande de Raza est-elle devenue un objectif qu'on ne cache plus dans les rangs de l'entité sioniste? Alors l'occupation, c'est évident que l'occupation sur le long terme sera impossible. L'armée israélienne, l'armée sioniste, lorsqu'elle va se stabiliser, va être la cible d'une résistance farouche. Par contre, le but est vraiment, c'est une guerre d'extermination. C'est une guerre d'extermination dont le but est de tuer le plus d'habitants possible pour terroriser une population et faire que cette population cesse de soutenir sa résistance, la résistance. C'est quelque chose qui est absolument inédit. C'est la première fois qu'une armée déclare une ville extrêmement peuplée, puisque Gaza, non seulement est très peuplée, Gaza-ville, il s'agit de Gaza-ville, hein, oui. Pas loin d'1 million d'habitants, avec une densité de population comparable aux quartiers les plus peuplés de Hong Kong. C'est une des densités de population les plus importantes au monde, 16 000 habitants par kilomètre carré, sur 45 km². C'est quelque chose d'inédit de déclarer un tel rassemblement urbain, zone de guerre. Ça ne s'est jamais vu. Ça s'est vu uniquement pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les attaques contre la ville de Leningrad, entre autres, et Stalingrad, mais particulièrement Leningrad, qui était aussi extrêmement peuplée. Donc voilà, c'est quelque chose d'inédit. Et ce qui est aussi inédit, c'est que cela ne soulève pas énormément de protestations. Bien sûr, il y en a, mais elles sont largement en dessous de la terrible tragédie qui se prépare. C'est absolument incroyable ce qui va se passer. Justement, Youssef, quand vous parlez de cette décision extrêmement grave, qui est quand même une escalade qu'on déplore très peu aujourd'hui dans les médias, est-ce qu'on peut faire le lien directement avec la décision des États-Unis hier de ne pas rejoindre l'appel des 14 membres du Conseil de sécurité pour déclarer ou pour officialiser l'utilisation de la famine comme une arme de guerre par l'entité sioniste? Bien sûr, c'est l'habituel bouclier américain. C'est l'habituel bouclier américain d'Israël qui est tout à fait assuré de l'impunité, une situation d'impunité qui ne s'est jamais vue. Un État, une entité déclare qu'il va attaquer une ville surpeuplée avec une densité absolument incroyable et les États-Unis sont toujours là pour protéger
cette agression. Il faut comprendre que cette agression, ce n'est pas uniquement l'entité sioniste, hein, mais ce sont les États-Unis et aussi un certain nombre d'autres pays, y compris certains pays arabes, qui se taisent complètement. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas uniquement l'agression de l'entité sioniste seule. Et bien sûr, non seulement les États-Unis apportent leur bouclier, mais en même temps, ils apportent aussi les armes, puisque ce sont des bombes terrifiantes qui vont être utilisées contre des populations civiles absolument démunies. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas... Donc, c'est absolument incroyable ce que le monde va laisser faire. Et pourtant, il y aurait un moyen de contourner ce veto américain. Il y a une résolution, je crois que c'est la 377, c'est Uniting for Peace, qui permet justement de contourner le veto. C'est une décision qui serait prise par l'Assemblée générale. Et c'est absolument dans ce sens qu'il faut aller. Et c'est pourquoi la Malaisie a absolument raison aujourd'hui, d'intervenir et dire qu'effectivement, il faudrait exclure l'entité sioniste de l'ONU. Très bien. Est-ce que vous pouvez, justement, vous avez commencé à esquisser une réponse sur... Parce qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur quel est le rôle du Conseil de sécurité et son impuissance. Est-ce que le Conseil de sécurité a des leviers réels pour imposer aujourd'hui un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et même des leviers réels pour imposer des sanctions à l'entité sioniste? Mais bien sûr, absolument. Il y a différents chapitres, le chapitre 7, hein, mais également le chapitre 6, mais le chapitre 7 qui permet de menacer un pays, dans un premier temps de sanctions et même d'intervention militaire en cas d'atteinte grave à la paix. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc le Conseil de sécurité aurait largement les moyens. Ça s'est passé à différents moments de l'histoire, hein, au moment de la guerre de Corée, à d'autres moments. Et effectivement, le Conseil de sécurité pourrait en un instant déclarer l'entité sioniste ennemi de la paix, hein, c'est une sorte de formulation, et de ce point de vue, il pourrait directement intervenir, d'abord par des sanctions lourdes, mais aussi par une intervention armée qui serait conduite par ce qu'on appelle le comité d'état-major des Nations Unies. Et donc ça pourrait être fait en quelques jours, qu'on se souvienne de ce qui avait été fait à l'Irak en 90-91. C'était ces mêmes résolutions qui avaient été invoquées. Et c'est scandaleux qu'effectivement, on va laisser faire ce génocide, laisser s'aggraver ce génocide. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un des objectifs des politiques sionistes dans la bande de Gaza est de parvenir à un genre d'apartheid militaire ou d'apartheid pour diviser la bande de Gaza en encerclant notamment, comme vous l'avez si bien expliqué tout à l'heure, la ville de Gaza, pas l'ensemble de la bande de Gaza, mais la ville de Gaza. Rappelons là aussi que ça a été fait par des régimes coloniaux par le passé. Et si aujourd'hui l'entité sioniste a pour objectif de poursuivre cette voie, et est-ce que cela pourrait avoir des répercussions sur l'autodétermination du peuple palestinien, mais surtout sur l'édification d'un État palestinien en terre palestinienne? Bien sûr, cela ruine absolument tout. Et d'ailleurs, c'est aussi un des objectifs. L'offensive actuelle, c'est aussi une façon de répondre à cette proposition de reconnaissance d'un État palestinien, avec toutes les réserves que nous pouvons faire d'ailleurs sur cette reconnaissance. Hein. Mais toujours est-il que c'est aussi une façon de court-circuiter, c'est une façon de répondre sur de l'impunité soutenue par les États-Unis. C'est une façon de dire, de toute façon, il n'y aura pas d'État palestinien. Et d'ailleurs, nous attaquons Gaza, Razaville, qui est le cœur, puisqu'il n'y a pas loin d'1 million d'habitants. Hein, c'est pas loin de la moitié, c'est absolument énorme. Et sur 45 km², comment la bande en fait 65, quelque chose comme ça. Donc on voit que Razaville, c'est le cœur. C'est le cœur où l'armée sioniste n'a pas encore pu pénétrer, notamment dans certains quartiers, le quartier de Zeytoun, etc. Et c'est évident que les combats vont être d'abord âpres, et surtout, les atteintes aux civils vont être absolument effroyables. Très bien. On cesse de le dire, et vous-même vous l'avez dit finalement, la communauté internationale reste très divergente sur la question palestinienne. Déjà même au sein des pays occidentaux qui veulent reconnaître la Palestine comme étant un État, on voit bien qu'il y a un soutien et une complaisance particulière avec l'entité sioniste. Mais on va s'intéresser aux déclarations russes qui estiment qu'aujourd'hui le Conseil de sécurité devrait prendre une résolution urgente pour parvenir à un cessez-le-feu, mais aussi à la fin de ce génocide
génocide sur la bande de Gaza. Est-ce que les déclarations russes, est-ce que finalement aujourd'hui la Russie peut être le pays qui peut faire pression sur le Conseil de sécurité, puisqu'elle dispose d'un droit de veto, mais surtout comment est-ce qu'on peut interpréter cette déclaration officielle de la diplomatie russe dans la mesure où il y a un rapprochement entre Washington et Moscou? Oui, effectivement, de ce point de vue, le rapprochement que Trump tente avec la Russie, c'est une façon d'amadouer la Russie et de se la mettre dans la poche, en quelque sorte. Mais il semble que la Russie ne soit pas décidée, soit méfiante, ne soit pas décidée à marcher complètement dans cette voie proposée par Trump. Et je pense que la Russie a raison de se méfier de Trump, évidemment, puisque le but aussi de cette mesure est de séparer la Russie de la Chine, de la déconnecter. Mais donc c'est une bonne chose qu'effectivement la Russie s'engage. Il faudrait qu'elle s'engage encore davantage. Mais c'est une bonne chose qu'effectivement la Russie, en tant que membre très important du Conseil de sécurité, fasse ces déclarations et exige cela du Conseil de sécurité. Mais aussi, il faudrait que tous les autres membres du Conseil de sécurité soient plus unanimes, de façon à isoler les États-Unis, à faire apparaître de façon encore plus stricte le cas particulier des États-Unis, puisque c'est un génocide qui ne peut se produire que parce que les États-Unis aujourd'hui le veulent. Dans le passé, c'était plus complexe. Il y avait souvent le Royaume-Uni, souvent la France. Mais là, effectivement, c'est l'isolement dans la terreur des États-Unis et de l'entité sioniste. Et effectivement, c'est une bonne chose, ce que propose la Russie. Très bien. Quand vous parlez d'isolement des États-Unis, pour certains observateurs, les États-Unis sont déjà isolés compte tenu du fait qu'au sein du Conseil de sécurité, 14 pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité votent favorablement pour des résolutions concernant la Palestine et concernant le génocide et un cessez-le-feu urgent dans la bande de Gaza. Et d'autres estiment que finalement, en sa qualité de leader du monde occidental, les États-Unis ne peuvent pas être aujourd'hui isolés, étant donné que leur voix est la seule qui compte. On l'a vu à plusieurs reprises, un veto et la résolution est annulée. Qu'en pensez-vous, Youssef Boussouma? Bien, j'en pense qu'effectivement, les États-Unis sont isolés, pas uniquement d'ailleurs sur la question de Palestine, mais sur d'autres questions. Leur attitude apparaît comme étant complètement dissonante, avec pas uniquement même les membres du Conseil de sécurité, mais avec le monde entier. Et de ce point de vue, je crois que c'est une descente totale où les États-Unis sont en train de perdre toute leur crédibilité et apparaissent vraiment comme les ennemis de la paix, tout comme l'entité sioniste. Et il est évident que cela aura des conséquences. Cela aura des conséquences puisque de plus en plus, d'autres regroupements, d'autres axes de regroupements régionaux vont prendre de l'importance à cause de cette attitude complètement délétère des États-Unis. Les BRICS, entre autres. Il est évident que cela va hâter la décomposition du système de domination américain. C'est évident. Et surtout avec les jours qui vont suivre, puisque ce qui risque de se passer à Gaza va être absolument effroyable. Et les États-Unis vont porter totalement la responsabilité. Ce n'est pas uniquement Netanyahou, ce sont les États-Unis qui pourraient, en une seconde, tout arrêter. Et je crois que cela va hâter la décomposition du système américain sur lequel repose le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Youssef, quand on revient à ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité, lorsque les États-Unis ont voté contre une résolution concernant la condamnation, enfin la reconnaissance de l'utilisation de l'entité sioniste de la femme comme étant une arme de guerre. Mais est-ce que finalement aujourd'hui les États-Unis, en soutenant comme ça l'entité sioniste contre vents et marées, n'est pas en train de faire de la bande de Gaza un laboratoire de guerre, mais aussi, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de faire passer la pilule petit à petit que la faim peut servir demain dans d'autres conflits comme une arme de guerre sans qu'il y ait la moindre impunité, comme il y a eu l'argument de la lutte contre le terrorisme qui a été là aussi soutenu par les États-Unis et mis en place aujourd'hui par l'entité sioniste dans le cadre du génocide à Gaza et dans le cadre de la répression des Palestiniens. Vous avez totalement raison. Il faut ajouter maintenant l'arme de la faim dans l'arsenal mondial. Jusque-là, l'ONU luttait contre la faim et avait des programmes spéciaux justement pour lutter contre la faim dans le monde. Et c'est vrai que c'est pour la première fois, la faim devient une arme admise dans ce terrible arsenal contre les peuples. Et cela est quelque chose qui détruit encore davantage tout sens humain. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres pays
pourrait agir sans même les autres pays occidentaux, qui ont quand même un grand poids, pourraient agir sans même attendre les États-Unis. Encore une fois, l'Union européenne, elle aussi, elle manque totalement à sa mission. Elle manque totalement à sa mission, puisque si l'Union européenne décidait aujourd'hui de couper toute relation économique et notamment l'accord d'association avec l'entité sioniste, eh bien cela porterait un très rude coup, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'entité sioniste, le premier, et loin devant les États-Unis même. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a aussi affaire à des acteurs occidentaux qui effectivement veulent sauver leur morale en disant c'est vrai, c'est terrible, l'arbre de la faim, etc., mais qui ne vont pas au bout de leur logique. Parce que c'est vrai que jusque-là, nous n'avions jamais vu, le monde a connu des famines, ce qu'on appelait des famines, hein, le Biafra, le Soudan, mais là, pour la première fois, de façon totalement une sorte d'obscénité politique, eh bien, on admet. Parce que l'Union européenne, je le dis, elle pourrait agir contre l'entité sioniste actuellement. Elle en a les moyens. Elle en a les moyens au niveau des sanctions. Est-ce que finalement vous êtes en train de dire que le droit de veto aujourd'hui, ou les institutions occidentales, en particulier l'Union européenne, sont finalement des institutions idéologiques, y compris le Conseil de sécurité peut-être? Bien sûr. Les Nations Unies qui sont un instrument formidable, je veux dire, de régulation des conflits, le concept même des États-Unis est un bon concept, hein, mais progressivement, l'Occident en a fait son instrument. Sauf à une période. Dans les années 70, les pays du Sud, ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, et les pays socialistes ensemble, eh bien, avaient réussi effectivement à inverser le rapport de force au sein de l'ONU. Et à cette époque, les États-Unis, il était même question à un moment qu'ils quittent même carrément les Nations Unies, tellement ils étaient complètement mis en minorité. Et l'ONU actuellement, il y a une véritable entreprise de destruction de l'ONU. Au départ, c'était la prise du pouvoir au sein de l'ONU par les États-Unis, mais je crois qu'actuellement, les États-Unis, si l'ONU disparaissait, eh bien, n'en seraient pas forcément mécontents. De même pour l'entité sioniste. Dès l'instant où effectivement l'ONU va leur échapper, eh bien, ils vont tout faire pour effectivement rendre caduque l'ONU. Et quand on dit l'ONU, c'est pas uniquement l'ONU, c'est pas les Nations Unies, ce sont toutes les agences de l'ONU. Hein. C'est l'UNESCO, c'est l'UNICEF, l'UNRWA qui est dans le viseur, voilà, en particulier. Bien sûr. Qui est dans le viseur, en particulièrement de l'entité sioniste. On va rester sur ces arguments ou ces stratégies belliqueuses de l'entité sioniste et de ses alliés. On va parler de cette pause tactique invoquée par l'armée d'occupation sioniste. Quelle idée on peut avoir de cette pause tactique quand on sait que des Palestiniens déjà se font assassiner alors qu'ils sont sur des points d'aide alimentaire, surtout lorsque finalement cette pause tactique invoquée par l'entité sioniste ne permet pas d'accès humanitaire aux populations dans la bande de Gaza, et même elles sont victimes une fois arrivées sur place. Quelle lecture on fait de cette pause tactique associée justement à cette décision de l'armée sioniste de faire de la ville de Gaza, la ville la plus peuplée de l'enclave palestinienne, une zone de combat? Cette pause tactique, elle avait été déclarée, Netanyahou a déclaré que c'était la fin de la pause tactique. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a eu une pause, hein, c'était aussi une façon pour Netanyahou d'essayer de renforcer ses troupes. Parce qu'il a besoin absolument de ses réservistes, au moment où on annonce qu'environ 40% des réservistes ont refusé de rejoindre leurs unités. C'est absolument énorme. Alors, effectivement, la fin de cette pause tactique, c'est simplement l'aveu d'un échec. Netanyahou n'a pas réussi à faire le plein de ses réservistes. Mais néanmoins, il se lance dans cette terrible agression contre Gaza, donc le pôle urbain le plus important de la bande de Gaza. Et effectivement, en déclarant la fin, il ne fait en réalité que déclarer son impuissance. Il n'a pas réussi, en vérité, en dépit de l'arme de la faim, il n'a pas réussi à faire plier le peuple palestinien. C'est surtout ça qu'il est important de dire. Et non seulement il n'a pas réussi à le faire plier, mais les actions de résistance se sont multipliées. Et c'est ce qui risque de se passer maintenant, puisque visiblement la population ne va pas partir. La population, on ne va pas faire partir 1 million de personnes comme cela.
Justement, quand vous parlez l'entité sioniste, pour l'instant, n'a pas encore émis de communiqué imposant un déplacement forcé aux habitants de la ville de Gaza, mais selon bon nombre d'experts, ça ne saurait tarder. Vous avez parlé justement de la résistance palestinienne. Depuis le début, un des objectifs de l'entité sioniste est d'anéantir la résistance palestinienne et la résilience du peuple palestinien. Clairement, cet objectif, qui a été annoncé comme un objectif de guerre, n'a pas été atteint, mais quand vous dites aujourd'hui que la résistance palestinienne va se défendre, est-ce que vous pouvez étayer cet argument? Comment vous analysez cela? Eh bien, j'analyse cela par le fait que les Palestiniens commencent à se préparer depuis très longtemps à l'agression contre les centres urbains de Gaza, et même les experts sionistes les plus éclairés disent que cette offensive va être une folie, puisque effectivement les soldats qui jusque-là gardaient leur distance pour éviter d'être des cibles, eh bien se contentaient d'essayer de trouver des ouvertures de tunnels, eh bien là vont forcément être au contact des combattants. Et il est évident que cela va se traduire par des pertes beaucoup plus importantes que ce que l'entité sioniste a subi jusque-là. C'est que le peuple palestinien n'est pas prêt à plier. Il n'est pas prêt à plier, il n'est pas prêt à céder. Et jusque-là, en dépit des efforts, l'entité sioniste est même allée jusqu'à tenter de recruter des bandes de voyous qu'elle a armées, notamment dans le nord, dans le sud et dans le nord. Dans le nord aussi, ils essayent de déployer la même chose qu'Abu Shabab dans le sud. Eh bien, mais ça ne marche pas. Mais visiblement, ça ne marche pas. Le peuple palestinien tient. Il ne s'est pas dissocié de ses résistants, parce que c'est là-dessus que l'entité sioniste comptait également, comptait sur le fait qu'il y aurait de grands mouvements. Bon, il y a eu des protestations, évidemment, il y a eu des mouvements parce que cette situation est absolument terrible, intenable, mais finalement, eh bien, la population de Gaza se rend compte que c'est toute la population qui est visée, et que tout l'argumentaire sioniste qui consiste à dire que s'il n'y avait pas de résistance, s'il n'y avait pas les otages, tout le monde se rend compte que tout ça, ce sont des prétextes. De toute façon, ce sont des prétextes. Et que la décision, la volonté sioniste est d'annihiler Gaza, sa population, et de la faire courber, de lui faire courber les chines. Or, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas, c'est sûr. C'est évident, on ne pourra pas faire céder le peuple palestinien. Je crois que le général Giap disait à quel point les impérialistes sont de mauvais élèves après les défaites qu'ils ont subies à Dien Phu et ensuite les États-Unis, donc la France et les États-Unis. Je crois qu'on est en train de voir se répéter les mêmes choses. L'entité sioniste est un très mauvais élève. Elle ne pourra pas faire courber le peuple palestinien. Et les Palestiniens le disent, les organisations palestiniennes le disent, la lutte pourra continuer encore très très longtemps. On ne peut pas contrôler une population comme ça. On ne peut pas. Très bien. Justement, vous avez parlé des impérialistes et on sait qu'un des alliés fidèles des impérialismes sont les multinationales. Est-ce qu'aujourd'hui, les multinationales, on va élargir un peu le débat brièvement, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les multinationales contribuent indirectement ou directement à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, participent aussi à l'occupation des territoires palestiniens, mais surtout participent à l'annihilation du peuple palestinien au service des intérêts de l'Occident? Bien sûr, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Gaza est un formidable laboratoire pour les armes occidentales, pour les armes sionistes. Et donc, il est évident que ces multinationales, elles sont très intéressées. Elles sont très intéressées par voir comment se comportent ces armements, puisque le commerce des armes dans le monde est un des commerces les plus florissants. Le monde capitaliste aujourd'hui repose en grande partie sur ce commerce des armes. C'est un des premiers postes au niveau des profits. Et il est évident que ce qui se passe en Palestine là, eh bien, est une façon de montrer, c'est effectivement in vivo, si je puis dire, eh bien, les effets de ces armes, de ces bombes, de ces chars, de ces systèmes d'observation, de contrôle des populations, les quadricoptères, les drones notamment, qui font des ravages terribles dans la population. Ces quadricoptères que l'on voit depuis quelques temps, ces multinationales sont totalement liées à cela. Très bien, Youssef. Très bien. Merci pour l'ensemble de vos éclairages et merci de répondre toujours présent à l'échiquier international. Je vous en prie, c'est un honneur. Merci, Youssef. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur A24 News.